Merci à vous de nous rejoindre si vous arrivez actuellement sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24 ou sur les antennes de Gabon 24. Voici venir le moment, parce qu'il est exactement 8h30 où nous allons accueillir notre invité du jour pour discuter de la thématique centrale de cette journée autour de l'alimentation au Gabon. Et on s'est posé cette question avec la rédaction qu'on va partager avec vous. La mort dans l'assiette avec un point d'interrogation. On s'interroge de savoir si la mort est vraiment dans l'assiette au Gabon. Nos habitudes alimentaires, ce qu'elles peuvent nous causer sur le plan sanitaire. Et il y a un spécialiste pour en discuter avec nous sur le plateau. Il s'agit de M. Gauthier Manfumbi. Il est naturopathe, phytothérapeute scientifique, président de l'ONG WAMI et auteur du livre « L'art de manger pour la santé ». Monsieur, bienvenue sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Merci. Merci. Voilà, donc nous parlons d'alimentation aujourd'hui. Vous, en tant que spécialiste, quel est votre constat des habitudes alimentaires gabonaises? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on mange mal? Quel constat avez-vous fait? Bon, il faut déjà dire que le thème est très bien choisi, la mort dans l'assiette, parce qu'il faut déjà aller du principe que notre alimentation, c'est notre premier médicament. Donc si on ne mange pas bien, effectivement, nous sommes en train de nous détruire à petit feu. Et le constat au Gabon, avec toutes les recherches qu'on a faites, les constats, c'est qu'aujourd'hui, le Gabonais, il mange d'abord selon ses moyens et il mange aussi selon ce qu'on lui a mis sur la table. Et dans la plupart des maisons, on a du riz, on a du poulet, on a essentiellement ces nourritures de base. Voilà. Et on n'est pas forcément régi par une alimentation qui respecte les différentes classes alimentaires. Et parce que bien manger aussi a un coût. Hein. Oui, en fait, pour bien manger, il y a certains coûts, mais le coût, il est beaucoup plus culturel. Pourquoi culturel? Parce qu'en fait, lorsque vous naissez dans un environnement, vous êtes formaté par l'environnement. Quand on vous dit, par exemple, que ne fais pas telle chose, sinon tu auras tel problème, tu te limites toi-même par rapport à cela. Donc, le coût, c'est dans la tête. Je peux vous expliquer que ce n'est pas si difficile que ça de bien manger. Mais c'est dans l'inconscient populaire, c'est difficile de manger. Du coup, ça devient difficile. Et parce que les gens reviennent sur justement les prix élevés des denrées. Par exemple, le coût du poisson qui s'élève à près de 3 000 francs le kilo. Il y a par exemple, parce que pour bien manger, il faut choisir les aliments frais par exemple. Mais il y en a par exemple sur le direct ce matin qui se plaignaient des coûts élevés, par exemple du poisson. Et donc pour manger du poisson, si vous n'avez pas 3 000 francs, vous ne pouvez pas manger. D'accord. Mais justement, parce que là encore, c'est un problème d'éducation et d'information. Là, vous avez parlé de poisson frais. Mais il n'y a pas que le poisson frais qui peut être consommé. Même le poisson fumé peut être consommé parce qu'il y a des nutriments. Et dans l'alimentation, tous les poissons ne se valent pas. Selon les besoins de chacun, l'alimentation doit être adaptée. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est censé manger, par exemple, pour lequel le riz est mauvais. Parce qu'on a des âges, on a des conditions médicales, on mange selon toutes ces conditions-là. Pour revenir sur le poisson frais, je disais que ce n'est pas que le poisson frais, parce que le poisson, c'est une protéine douce. Donc, elle a des bons nutriments pour fortifier notre corps, nous donner des muscles, etc., régénérer les cellules du corps. Mais vous avez du poisson, donc du maquereau, vous avez de la sardine, qui sont des poissons même fumés, ça coûte assez moins cher. Mais encore dans l'inconscient collectif, manger ça, c'est être pauvre. Manger la sardine, vous voyez. Donc, en fait, il faut d'abord qu'on démystifie certaines choses, qu'on montre aux gens que ça, manger, ce n'est pas manger forcément du poisson frais pour bien manger. Donc, pour vous, c'est un manque d'information? Oui, c'est un manque d'éducation. On doit rééduquer les gens sur l'alimentation. Parce que, comme vous l'avez dit, on a parlé du poisson, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, par exemple, que manger une mangue, ou sucer une mangue ou un fruit quelconque, ça doit faire partie de l'alimentation quotidienne. Parce que l'alimentation, c'est des classes alimentaires. C'est comme quelqu'un qui doit faire un examen, il a un examen scolaire, par exemple, il a des matières. Pour valider, il faut qu'il valide tous les modules. S'il valide quelques modules, il ne passe pas. Il faut donc une éducation alimentaire. Il faut une éducation alimentaire pour montrer aux gens que quand on mange, j'ai besoin de féculents, j'ai besoin donc de manioc, tubercules, j'ai besoin de varier ces féculents-là, j'ai besoin de protéines, donc les viandes
légères, donc protéines, j'ai le poisson, j'ai le poulet, j'ai toutes ces choses-là. J'ai besoin également de céréales, j'ai besoin de noix, parce que le corps a besoin de tout ça pour se construire. Donc ce n'est pas seulement manger des féculents ou manger du poisson ou manger ceci, il faut qu'il y ait tout ça. Et selon ma condition de santé, mon âge, j'ai des choses que je peux manger et j'ai des choses que je ne devrais pas manger. Mais comment justement acquérir cette éducation alimentaire? Mais c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du ministère de la Santé de faire des campagnes de sensibilisation, d'éducation. Je crois que dans les PMI déjà, on accompagne nos mamans pour les enfants. Mais on croit que la nutrition s'arrête aux enfants. C'est pas les enfants. Tout le monde a besoin d'être édifié dans l'alimentation. Parce que, justement, le thème « la mort dans l'assiette », vous conviendrez avec moi qu'à l'époque de nos parents, on ne connaissait pas les problèmes de diabète. On ne connaissait pas les problèmes d'hypertension. On ne connaissait pas, très rarement, parce qu'ils avaient une certaine alimentation qui était également liée à leur mode de vie. En fait, ici, tout est à refaire. Ce n'est pas que manger. Parce que là encore, on va certainement revenir, ce n'est pas que manger. Même lorsqu'on a respecté les classes alimentaires, ce n'est pas suffisant pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, pour compléter votre information par rapport au diabète, on est passé de 2 à 10% en 2 décennies. Et le pays est l'un des plus touchés par le diabète en Afrique subsaharienne, justement. Voilà. Est-ce qu'on peut, pour en venir à ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut se dire qu'il faut, parce que vous avez parlé de la responsabilité de l'État, là on a parlé des PMI, des PMI là où les mamans vont la plupart du temps apprendre à nourrir leurs enfants au bas âge, est-ce qu'on doit aller jusqu'à intégrer l'éducation alimentaire au niveau des établissements scolaires, par exemple au primaire, au pré-primaire? Mais c'est l'idéal, parce que vous savez, la nation, elle se construit depuis la base. C'est-à-dire que l'élite de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Donc si eux, ils grandissent avec des mauvaises habitudes, mais c'est clair que c'est des personnes malades qu'on va fabriquer. Je vous prends juste un exemple. Vous, aujourd'hui, sur le plateau, quand vous avez faim à 10h ou même à 13h et que vous ne pouvez pas vous prendre un repas copieux, vous avez un peu faim. Vous allez penser à quoi? À une banane ou à un sandwich, par exemple? Je pense tout de suite à un sandwich. Voilà, vous allez penser à un sandwich parce que on nous a montré que ça rassasie, mais c'est bien. Or, la banane, elle est beaucoup plus naturelle. Les produits qui ont été mis dans le sandwich, plusieurs sont des produits chimiques qui conservent, il y a des conservateurs, donc qui sont nuisibles. Oui, mais même les bananes aujourd'hui sont maintenant avec des pesticides et des produits qu'il ne faut forcément pas utiliser pour les conserver. Mais mieux vaut prendre quelque chose qui t'apporte, qui te nourrit, même si ça peut te donner quelques conséquences, quand tu connais ce qu'il faut faire pour pouvoir éliminer ces produits-là. Parce qu'après, c'est aussi ça le problème, c'est que même lorsqu'on a la bonne banane, comme dans notre tête, on sait qu'il y a produits chimiques partout, ben, on écarte du revers de la main. Or, lorsqu'on est un peu édifié, on peut avoir des éléments de test pour savoir si ça s'est contaminé ou pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ça c'est des choses que j'ai appris. On dit, quand vous allez au marché acheter, par exemple, du maquereau fumé, si vous constatez qu'il n'y a pas de mouche, sachez qu'on a mis un peu de formol. Donc, c'est des choses. Donc, il y a des techniques, il y a des choses qui existent. Et vous avez posé la question, j'ai parlé de l'État, effectivement, pour l'éducation. Mais si on commence à éduquer les enfants, qu'est-ce que les enfants mangent à midi? C'est les cahiers qu'ils ont pris chez l'épicier et autres, c'est des galettes, c'est des galettes au chocolat, etc. Et ça détruit la croissance de l'enfant. Ça prépare, c'est déjà un lit pour la maladie. Carrément. Carrément, oui, c'est un lit pour la maladie. Mais comment justement pallier cela? Vous êtes auteur du livre « L'art de manger pour la santé ». Comment justement manger pour la santé? Donnez-nous plus de détails en fonction de l'âge. Vous parliez par exemple des enfants. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin, à midi, le soir, pour les enfants premièrement et pour le reste après? Bon, la question a plusieurs questions dedans. Déjà, parlons du livre, effectivement. Dans le livre, je réponds à toutes ces questions. C'est-à-dire, j'explique dans le livre les différentes classes alimentaires et comment au Gabon, on répond, c'est-à-dire que notre environnement répond à toutes ces classes alimentaires. Donc, nous n'avons pas besoin d'aliments importés pour pouvoir bien manger. On peut les trouver directement chez nous. On peut les trouver directement chez nous, c'est la première chose. La deuxième chose, j'explique le comportement que nous devons avoir selon que nous soyons malades. Par exemple, un diabétique, quel est le comportement alimentaire qu'il doit avoir? Un hypertendu, etc. Quelles que soient les maladies que vous avez, j'explique. Et en 3, j'explique les principes, les nutriments qui existent dans nos aliments. Par exemple, pourquoi est-ce que vous devez manger du taro? Le taro, il est bien, on sait que
les gens aiment bien manger les tarots pour certains. Voilà. Mais le taro, il contient des fibres. C'est un féculent qui contient des fibres. Et les fibres sont bonnes pour la digestion. Donc, vous serez moins constipé quand vous mangez du taro. Et les fibres sont bonnes pour le diabétique parce que, justement, ça gère le taux de sucre, l'insuline. Okay. Donc, il y a des aliments comme ça, c'est expliqué. Donc, on ne mange plus pour manger. On mange parce qu'on comprend que certains des aliments peuvent nous aider à améliorer notre santé. Il y a des gens qui sont constipés tous les jours, mais les aliments sont là pour les aider à se constiper. Il faut donc privilégier le local. Il faut privilégier le local. Ça, c'est la première chose. Vous avez parlé des enfants. Maintenant, en privilégiant le local, il y a également des heures pour manger. Parce que selon les heures, l'organisme a des besoins. Je sens que je vais me faire taper dessus parce que moi, je mange assez tard. Mais justement, c'est sûr que si madame t'écoute là, elle écoute l'émission, je crois que ça va changer. Hein. Dites-nous en plus alors, monsieur Monfumbi. Déjà le matin, la meilleure heure pour manger, pour stimuler les processus du corps, parce que vous savez que quand vous dormez, vos organes se renouvellent. Oui. Et quand ils se renouvellent, donc le matin, il faut leur donner un petit boost. C'est entre 6h30 et 8h30 qu'on doit prendre un petit déjeuner. Là, je parle d'abord des heures. Après, on va revenir sur ce qu'on va prendre. Ensuite, à midi. Là, on a besoin de plus d'énergie parce qu'on a commencé à dépenser. Donc, il y a quelques enzymes qui commencent à travailler. Et là, c'est entre midi et 13h30. C'est là où on doit manger, donner à notre organisme ce qu'il faut. Et le soir, c'est là où c'est plus important parce que tous nos problèmes, là, c'est le soir. C'est ça, on rentre parfois tard du boulot. Et puis, le soir, c'est là où c'est vraiment le problème de plusieurs personnes. Vous voyez des jolis ventres comme ça, des formes un peu comme ça. Le soir est responsable. C'est quelle heure alors le soir? Le soir, au plus tard, 19h30. Waouh. D'accord. C'est pas un peu tôt, au plus tard, 19h30. Et comme le disait Vanessa Tsogou, à 19h30, il y en a qui ne sont même pas encore entrés. Ils sont dans un taxi, ils sont en chemin, ils sont peut-être, je sais pas, à l'église. Ouais. Au plus tard, 19h30. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez mangé à 19h30, nous sommes des couches tard. Donc, on va peut-être dormir à 22h, 23h. L'organisme a le temps de digérer. D'accord. Parce que si vous ne digérez pas et que vous allez dormir, il ne va pas digérer les aliments que vous avez mangés. Et ça va commencer à créer de la putréfaction à l'intérieur de votre organisme. Wow. Et ce qui va faire en sorte que... Les mots sont forts quand même. Ah oui, mais malheureusement, il faut le dire comme ça. Ce qui va faire en sorte que les aliments qui devaient se transformer en énergie vont se stocker en graisse et vont donc empêcher l'organisme de travailler. Donc l'organisme va commencer à suffoquer. Le foie qui devait réguler les aliments, filtrer, les transformer, ne peut plus travailler puisqu'il dort. D'où la hausse de prévalence des maladies. Exactement. Combien de temps à peu près il faut pour une bonne digestion? 4 heures. 4 heures de temps. Donc 19 heures si vous allez dormir vers 23 heures. Ouais. Si vous êtes quelqu'un qui dort à 21 heures, il vaut mieux donc manger vers 17 heures. C'est pourquoi je vous ai dit au plus tard. C'est-à-dire que si vous avez fait 2-3 heures de digestion, c'est déjà pas mal. Ça peut aller. Mais si vous avez fait 4, même un peu plus, c'est mieux. Quand vous allez dormir, votre ventre n'est plus très lourd. D'accord. Ce que vous voyez. Mais si vous avez fini de manger tout de suite, et puis vous allez vous jeter au lit. Mais ça, c'est les habitudes qu'on nous a données. Vous avez parlé de l'éducation dans ce sens-là. Mais nous, depuis qu'on était tout jeunes, c'est tu as fini de manger, allez, c'est la sieste. On a grandi avec ça. Nos parents n'étaient pas instruits sur ces choses-là. En fait, ils ont embrassé la civilisation occidentale à plein pied, quoi. Voilà, parce que nous on a grandi dans les plantations en brousse, etc. Quand on se levait le matin, on réchauffait la nourriture de la veille. Et puis quand on a fini de manger, tout de suite après, on commence à marcher, on va en brousse. On va travailler là-bas. Et puis après, on mange vers 15 heures. On remonte de la plantation parce qu'on allait débrousser. Vers 19 heures, on a mangé après. On a mangé à la plantation. Quand on vient, on se lave, on dort à 19 heures. C'est ça les habitudes. Et on n'avait pas ces problèmes-là. Vous, comme certains d'entre nous, on a grandi, on n'a pas les maladies qu'on voit aujourd'hui nos enfants avoir. Très bien. Mais revenons donc dans les détails de ce qui doit se trouver dans nos assiettes, justement. D'accord. Pour bien manger. Pour bien manger. Maintenant, le matin, j'ai expliqué les heures. OK. Maintenant, pour revenir à ce qui est local, pour bien manger le matin, si on veut stimuler notre organisme, c'est une tisane, par exemple, de citronnelle, de gingembre. On peut prendre une salade d'avocat. On peut prendre une salade de maïs. La tisane, c'est optionnel ou c'est obligatoire? Non, je donne tisane, c'est bien parce que c'est bien de commencer avec quelque chose de chaud dans l'organisme. Mais là, pas de café, pas de lait,
pas de tout ça. Est-ce que vous entendez derrière la vitre? Vous êtes très fort en café ici, mais le problème, c'est qu'il y a des horaires aussi. Il y a des gens comme nous qui arrivent au travail à 3 h du matin, et vous voyez que parfois, on a besoin de se réveiller, et tout de suite, on pense à un thé ou à un café. C'est pas vraiment conseillé. Vous savez, je ne veux pas faire de la mauvaise propagande, mais il y a des compagnies qui vendent des produits, qui savent bien que ce sont des mauvais produits, mais il y a une bonne communication derrière le produit qui fait en sorte que on s'intéresse à ce produit-là. Je vous ai expliqué que je suis naturopathe et phytothérapeute scientifique. Est-ce que vous pouvez même revenir sur naturopathe et phytothérapeute scientifique? Ok, donc, naturopathe, c'est quelqu'un qui traite à l'aide des méthodes holistiques, donc des méthodes naturelles. Donc, il utilise l'alimentation comme traitement, il utilise le conseil, l'activité physique, les plantes, etc. Il utilise tous les moyens naturels de traitement. Maintenant, le phytothérapeute scientifique, c'est quelqu'un qui utilise donc nos herbes, nos plantes locales qui ont éclairé par la science, parce qu'en fait, il y a plein de recherches scientifiques qui nous démontrent que nos plantes peuvent, par exemple, traiter le palu, peuvent traiter le diabète, peuvent traiter certaines maladies neurodégénératives. Mais ces études-là ne sont pas vulgarisées, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas, donner un brevet sur un produit naturel. Donc ça ne profite pas. À cause des questions de posologie? Non, on ne peut pas donner un brevet aux produits naturels. Donc ça ne profite pas aux industries pharmaceutiques de parler de ça. D'accord. Donc nous, en tant que naturopathe, phytothérapeute scientifique, on vous dit que ça existe. Donc vous pouvez effectivement vous traiter. Donc quand vous avez vous avez besoin de vous booster, il y a des produits naturels qui vont vous booster naturellement et qui ne vont pas donc déranger, dérégler votre organisme. Ça existe au Gabon. Vous avez besoin de traiter un problème particulier ou bien d'accompagner votre alimentation comme la citronnelle dont je parle. C'est véritablement un médicament dans certains cas. C'est donc la même chose qu'un tradipraticien, par exemple? Bon, la différence, c'est que le tradipraticien, il utilise des connaissances empiriques qui ne sont pas directement soutenues par la science. Or, vous, c'est directement scientifique. Voilà, le phytothérapeute, il peut s'aider du tradipraticien parce que la recherche scientifique vient d'abord d'un constat. On remarque que dans un environnement, certains font certaines choses, on voit que ça change. On se dit, mais qu'est-ce qui fait changer ça? On se rapproche, on nous dit que c'est telle chose. Après, maintenant, on fait une expérience scientifique. Lorsque l'expérience scientifique est validée, là, on peut maintenant affirmer que ce que le monsieur l'a fait, le tradipraticien là, ça marche parce qu'il y a ça, ça. Donc, nous, on a besoin du tradipraticien pour comprendre ce qu'il fait, les plantes qu'il utilise, et nous, on fait des expériences dessus. Mais en tant que phytothérapeute scientifique, c'est beaucoup plus des expériences qui sont déjà faites que j'utilise pour pouvoir vulgariser les plantes, les herbes locales, etc. Et donc, on peut se rapprocher d'un phytothérapeute peut-être pour avoir plus d'informations par rapport à l'alimentation? Bon, un phytothérapeute, il n'est pas trop dans l'alimentation. Il est vraiment dans le traitement. Le traitement. Oui. Maintenant, la double casquette de naturopathe et phytothérapeute, conseiller en nutrition, fait en sorte que je peux accompagner quelqu'un de bout en bout, donc lui donner une alimentation dans laquelle il a déjà ces produits de la phytothérapie qui vont l'aider, comme quand je vous parle de tisane, ici je vous ai parlé du citronnelle, ce n'est pas pour rien, je vous ai parlé de gingembre, ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait, ça rentre déjà dans un protocole alimentation santé. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut en revenir? On vous avait interrompu, mais c'était pour les besoins de bonne compréhension. On a quitté le petit déjeuner. C'était fini pour le petit déjeuner? Le petit déjeuner, c'était fini, juste pour retenir que je disais café, lait, normalement, ce n'est pas intéressant. On va revenir sur la partie sucre-sel. Voilà. Maintenant, à midi, effectivement, il faut des légumes. Mais excusez-moi, le matin, vous avez parlé de tisane et de salade d'avocat. Il faut pas de féculents le matin? Pas nécessairement. Non, juste une tisane et une salade. Vous n'avez pas parlé de pain, hein, le pain, c'est... On peut prendre du pain, mais ce serait du pain complet, pas du pain blanc. D'accord. Ok. Parce que le pain blanc, il est trop sucré. Même si à la bouche, comme ça, on ne sent pas le sucre, mais on ne le sent vraiment pas. Il est vraiment sucré. Et donc à midi? À midi, c'est parce qu'on a besoin d'énergie. On a donc besoin justement de féculents. Donc on peut, là, taro, igname, varier les féculents. Légumes, il faut des légumes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme légumes? On a par exemple aubergine ou encore feuilles de manioc. Ou du folon, on appelle ça folon. Oui, folon, exactement. On a du folon. Ce sont des légumes qui sont très riches en fer, même en calcium. Vous savez, les feuilles de manioc ont le calcium. Donc, les gens qui ont des problèmes de calcium en consommant les feuilles de manioc. Là encore, dans le livre, j'explique comment préparer de manière optimale. Parce que nos habitudes de préparation, c'est
vous coupez les feuilles de manioc, vous pilez, vous mettez dans de l'eau, faites bouillir. Quand vous avez fait bouillir, après maintenant, ça sèche, ça tarit, vous mettez l'huile, etc. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Bon, j'imagine, c'est des bonnes guerres. Et donc comment justement bien cuisiner? Il ne faut pas mettre de l'huile? Oui, les feuilles de manioc, par exemple, non, on met de l'huile, mais on ne fait pas bouillir. D'accord. Vous pouvez faire infuser à la vapeur. À la vapeur. Bah, vous mettez les feuilles de manioc à la vapeur, ensuite vous hachez. Là, vous gardez tous les nutriments. Un peu comme la recette de soukouté, par exemple, un plat local où on fait le paquet de feuilles de manioc, au lieu de le faire bouillir. Non, non. En fait, quand vous avez haché, là, quand vous avez fini, vous faites la préparation finale, c'est vous mettez dans une marmite, vous mettez dans votre huile et vous terminez. Pour éviter de faire bouillir, pour ne pas voilà, perdre pour les éviter de nutriments. faire bouillir, vous ne pouvez pas perdre de nutriments. C'est surtout cette partie-là. Et là, c'est très riche. Vous allez même constater, manger quelqu'un qui a un problème de fer, anémie et autres, mais il est boosté rapidement. Mais avant de continuer, vous parliez donc de méthodes pour se débarrasser, par exemple, des pesticides. Certains ont peur de prendre certains légumes comme du folon parce qu'on dit que c'est plein de pesticides. Parfois, ils ne respectent pas les dosages. Mais comment justement bénéficier des bienfaits du Avant de répondre à cette question, dans le chapitre 8 de mon livre, il y a le titre, c'est c'est quoi le titre encore? Voilà, le titre du livre ici, c'est la durabilité. Là, j'explique pourquoi les Gabonais doivent revenir à l'agriculture. Je montre le parallèle entre ce qui existait déjà avant. Dans nos familles, avant, tout le monde avait un champ. Tout le monde avait le frelon. Ça pousse facilement. C'est vraiment pas difficile. Il y a des choses comme ça qui poussent facilement. Il faut que le Gabonais comprenne que sa vie, sa santé, c'est d'abord lui. Même si j'ai parlé de l'État tout à l'heure. Mais attendez, quand vous êtes malade, l'État n'est pas là avec vous. Vous ne souffrez pas avec l'État. Donc c'est d'abord vous-même. Donc chacun de nous doit prendre conscience qu'il peut planter ces feuilles de manioc, ça va pousser. Et donc c'est mieux de planter que d'acheter. C'est mieux de planter, c'est mieux de planter, et c'est mieux effectivement de revenir à la durabilité. J'ai vu une émission tout de suite, là, un article sur les gens qui font des plantations de tubercules et autres. Là. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique de l'État, c'est faire en sorte que les Gabonais reviennent à l'agriculture. Donc quand ils reviennent à l'agriculture, les Gabonais ne plantent pas avec les pesticides et autres. Ce sont nos frères étrangers qui ont ces habitudes-là. Donc en sachant cela, je vais acheter chez mon frère. Et en achetant chez mon frère, je m'approprie mon alimentation. Et je m'approprie également ma souveraineté alimentaire parce que c'est fait par des Gabonais et pour les Gabonais. Maintenant, la question de savoir comment enlever les pesticides et tout ça là, on a des aliments. On a des aliments détox qui peuvent aider, par exemple, le concombre, c'est un aliment détox. Donc, il y a des mélanges détox qui peuvent justement aider. Et là, encore dans le livre, c'est expliqué. D'accord. Bon, je ne fais pas trop la promotion du livre, mais les Gabonais, chaque Gabonais doit avoir ce livre-là parce que c'est une pharmacie. Très bien. C'est vraiment une pharmacie, ce livre-là. Et partons pour le soir. Le soir, oui. Non, je n'ai même pas fini pour midi, oui. Non, je n'ai pas fini pour midi. Midi, effectivement, il y a également les protéines. Donc, les protéines, c'est du poisson. J'ai déjà expliqué qu'on n'a pas forcément besoin de manger du poisson frais. Parce que même le poisson fumé a des propriétés. Qu'est-ce qu'on cherche dans le poisson? C'est effectivement les protéines. Donc, c'est pour la force, etc. Et il y a aussi des oméga 3, donc des huiles qui sont bonnes pour le cœur. Et le poisson qui est à notre portée, qu'on doit le plus consommer, c'est justement le maquereau, parce qu'il est très riche en oméga 3. La sardine également, qui vient après, très riche en oméga 3. Donc, ce sont ces poissons-là qui sont intéressants. Bon, les autres également sont riches, mais je parle en termes de quantité. Donc, le poisson, le poulet aussi, il est à prendre, mais on enlève la peau. D'accord. Quand on consomme le poulet, on enlève la peau. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la peau? La peau, elle est grasse. D'accord. Elle est grasse et justement, tout ce qu'on met aussi à l'intérieur, on ne sait pas, les poulets qui viennent, comment c'est conservé et tout ça. Mais quand c'est frit, là, je vais dire quelque chose, les Gabonais vont se reconnaître, c'est croustillant hein, quand c'est frit. On va aller au soir. Pour ne pas vous interrompre, le gong, ça signifie qu'il nous reste à peu près 1 minute et quelques. On va aller au soir. Qu'est-ce qui est conseillé pour le soir? Je voulais juste interdire le frit. Le frit, c'est antioxydant. Ça oxyde le corps, ça fait vieillir les cellules du corps. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Mais il faut à la vapeur, il faut même au four. Mais le frit, c'est la pire des manières de consommer. On se détruit plus en prenant ce qui est frit. D'accord. Maintenant, le soir, c'est plutôt du potage. On peut faire du potage de légumes. On peut également prendre, parce que, et j'ai donné l'heure, on peut également prendre une alimentation légère, donc du potage, même du poisson aussi. Le poisson aussi est léger, on digère facilement, si on mange justement aux heures indiquées.
Voilà. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport au coût, justement, comment manger avec de faibles, comment bien manger avec de faibles moyens. Vous avez donné des exemples, mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a que 1000 francs, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir même 1000 francs par jour, mais comment bien manger avec un très faible coût, par exemple? Bon, là, la question, elle mérite une très grande réflexion, mais sinon, il y a des... Moi, je vous prends juste l'exemple du... On connaît tous le nkumu. Oui. C'est du Haut-Ogooué. Aujourd'hui, ça s'est externalisé. Tout le monde connaît l'intérêt de cet aliment. C'est un aliment, si vous mangez du nkumu régulièrement, vous n'allez jamais faire d'AVC. C'est juste un exemple. Mais ça coûte combien? Ça ne coûte pas grand-chose. Ouais. Le manioc, ça ne coûte pas grand-chose. Donc on peut manger. Je ne sais pas qu'est-ce qui est faible budget, parce que selon les classes sociales, ce qui est faible budget, c'est X sera peut-être élevé chez un autre. Mais il y a beaucoup de choses, et on peut répondre à ces questions-là, mais il faut vraiment effectivement qu'on les prépare, parce qu'on peut faire des fiches alimentaires par classe alimentaire pour montrer aux gens qu'on peut bien manger. Mais déjà, il faut que le Gabonais commence à planter, jeter sa banane, planter des choses. Il a un petit terrain, voilà, qu'il le fasse, même là où il habite. Mais aujourd'hui, les gens cimentent maintenant toute leur maison, il y a un peu d'espace pour planter des petites choses. Voilà. Le message est donc passé. Merci, Monsieur Gauthier Monfumbi, naturopathe et phytothérapeute scientifique, président de l'ONG Ouami et auteur du livre L'art de manger pour la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous on part pour une transition. On retrouve juste derrière Christella Monjo pour l'invité de la matinale.